Merci beaucoup. Je suis Eric, je suis coordinateur national du REJA. Le REJA, c'est le réseau des ONG de jeunes en action basé au Burundi. I see Paul talking, but Paul, you're actually muted. If you just unmute, I think will work. Merci. Je disais que donc, je suis Eric, je suis au Burundi. Je suis coordinateur national du réseau des ONG de jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement. Do I wait the translation or can I go ahead? Oui, monsieur Eric, vous pouvez continuer. Monsieur Ah, Eric, vous pouvez continuer seulement. Oui, continuez merci, seulement. merci. Oui. Donc, je voudrais donner une petite expérience de ce que nous faisons dans la communauté, dans le domaine de la consolidation de la paix. Euh, nous, nous identifions au niveau de la communauté ce qu'on appelle les acteurs clés de la cohésion, composés par les leaders communautaires, euh, euh, l'administration, la police, les organisations religieuses, donc les personnes, je dirais, les acteurs clés au niveau de la communauté qui peuvent contribuer pour préserver la paix et ils constituent ce que nous appelons un cadre d'échange permanent. Et au niveau de ce cadre d'échange permanent, euh, la communauté identifie les défis à la cohésion, c'est-à-dire tout ce qui peut compromettre la paix et la sécurité. Ils font la cartographie de ces défis et ils élaborent ce qu'on appelle un plan d'action-réponse autour de ce qu'on appelle les réponses collaboratives. Chaque membre de ce cadre d'échange permanent au niveau de la communauté s'engage à faire une action qui va contribuer à la résolution de ces défis. Euh, et nous avons au niveau national une base de données où les incidents basés sur l'identité qui risquent de... Donc, merci beaucoup, Eric. Nous aurons beaucoup plus de temps pour connaître votre organisation plus tard, mais je vais rapidement introduire notre collègue des Philippines, pardon, Ok, qui merci. se présente aussi. Oui. C'est très, et toutes mes excuses de vous interrompre. Mais c'est bon, merci. Oui. Alors, donc, nous retournons euh, au suivi évaluation pilotée par la communauté. C'est que elle n'est pas extractive. La communauté a le pouvoir de mesurer pourquoi et comment. Si vous vous rappelez les dernières sessions, nous, pour ceux qui ont été là, ce que nous avons à l'écran maintenant, c'est ce que nous appelons le cercle de Mel. Et ce qui est particulier ici, c'est que la communauté a la voix à chaque étape du cercle. Donc, et donc
la réunion de juillet est légèrement différente de ce que nous avons. Euh, et nous avons la dernière fois essayé de co-créer donc les différentes parties les différentes parties donc du cercle. Euh, et nous avons aussi parlé de ce que c'est que la théorie du changement et ce que vous faites précisément. Et aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur le troisième niveau du cercle. Nous allons également euh, euh, recevoir les membres d'une organisation. Et, et Et donc, nous avons publié un article aussi qui montre comment la communauté est au centre donc, de tout ce que nous faisons. Vous pouvez avoir le lien dans le chat, le lien à cet article dans le chat. Et nous sommes nous attendons avec enthousiasme donc, les résultats de leur recherche. Donc, aujourd'hui, ils vont nous apprendre une méthode qu'ils utilisent pour la collecte de données. Et nous allons donc partager comment nous allons pouvoir utiliser ça. Et nous allons ensuite aller dans les groupes et voir quelles sont les choses qu'ils nous ont apprises et comment nous allons pouvoir les utiliser pour mieux rendre notre suivi-évaluation plus piloté par la communauté. Ici, vous avez quelques termes. Donc, les termes liés au MEL, suivi, évaluation et apprentissage. Donc, vous avez le suivi, l'évaluation, apprentissage, données de référence, indicateurs, produits, résultats, effets, impact, données quantitatives, données qualitatives, théorie de changement. Théorie du changement. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut nous dire ce que les données qualitatives ou quantitatives veulent dire? Est-ce que quelqu'un peut nous... Vous pouvez aussi répondre dans le chat ou bien lever le doigt. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous sa compréhension des données quantitatives et qualitatives? Voilà, sinon, voilà, nous avons cette petite définition. Donc, des données la collecte de données est la partie du cercle où la communauté donc, réunit les informations sur comment son projet évolue. Les informations, les données, donc, dans les terminologies de Mel, à deux natures, soit quantitative. Donc, on a informations qui peuvent être complétées, comptées ou mesurées. Et puis, nous avons la qualitative, les données qualitatives, qui sont donc des informations que nous pouvons, qui peuvent être facilement contrées, mesurées ou transformées en chiffres. Donc, qui ne peuvent pas être comptées, mesurer ou transformer en chiffres. Alors, donc, ce sont les termes que nous allons vraiment écouter au cours de cette réunion. Donc, je voulais juste qu'on vous introduise à ces termes avant que nous puissions aller dans le vif du sujet. Et voilà. Merci. Alors, à vous. Merci, Nelly. Et merci pour cette opportunité. Je vais partager mon écran. Si vous voyez mon écran, faites-moi un signe pour que je le sache. Voilà.
Merci donc de nous avoir invités et de nous avoir donné cette opportunité et donc que nous puissions collaborer avec le mouvement pour le développement piloté par les communautés. Le Outreach International, voici quelques collègues donc de Philippines. Vous avez Carlos, Agnès Carlos, Juanjo Congues, Hélène Coletti, Nancy Bobadilla. Donc voilà les collègues que vous avez. J'apprends de ces collègues tous les jours. Et, et et donc nous allons faire un résumé. Et nous allons partager donc nos expériences de praticiens avec vous sur ce que nous faisons. Et nous allons partager, donc, utiliser les méthodes qualitatives pour la collecte des données. Comment utiliser les... Et ça a été pour nous vraiment une trajectoire d'apprentissage et nous continuons d'apprendre. Donc, je travaille pour Outreach International et nous faisons des partenariats avec des organisations non gouvernementales à travers le monde. Et donc, Santa Lucia Old est la communauté dans laquelle nous travaillons. Et notre communauté, c'est Santa Monica. Et vous voyez les chiffres, les données donc, de la population, c'est 1309. Et vous avez 348 ménages. Et, et, et c'est donc Santa Monica a une population très jeune. Et ils sont très proactifs dans le développement piloté par la communauté. Donc, et si vous voulez apprendre je voulais savoir donc le OPI et leur travail. Donc, je vous envoie ce scan-là que vous pouvez utiliser pour aller à leur site web, et vous aurez plus de détails sur ce qu'ils font et leurs publications et ce qu'ils produisent comme résultat de leurs recherches. Et donc, quelques secondes et puis nous allons continuer. Et voilà, donc, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez donc poser des questions sur ce que nous sommes dans le chat. Nous voulons nous voulons marquer un arrêt et vous demander un peu pourquoi vous êtes ici. Nous savons pourquoi nous sommes ici et vous aussi pourquoi vous êtes ici, mais nous voulons quand même vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce que vous espérez obtenir de cette session. Si vous n'avez pas encore utilisé la plateforme là, c'est très facile. Et donc, le QR code peut vous amener à ce lien, mais vous pouvez aussi aller au www.menti.com. Mais si vous ne voulez pas utiliser toutes ces choses et aller sur cette plateforme, donc vous pouvez juste écrire dans le chat. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi vous êtes là, quelle est la raison pour laquelle vous joignez à nous cet après-midi pour apprendre plus sur comment collecter les données. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de cette session? Pourquoi donc, vous joignez-vous à cette réunion et qu'est-ce que vous voulez obtenir donc, de la réunion? Ne vous inquiétez pas.
Alors, donc, nous allons sur le site. Nous avons 3 réponses déjà sur le site, ça va? Donc, je suis intéressé, comment apprécier, et donc, les réponses continuent de venir. Vous pouvez donc envoyer vos réponses également là. Pour apprécier l'importance et apprécier comment on fait la collecte de données. Je suis intéressé par apprendre comment les suivi et évaluation de façon pratique. J'espère que vous allez être satisfait. Et, voilà. Donc, allons dans le chatbot, voir ce qui se passe là-bas. Peut-être vous pouvez nous aider à traduire si c'est en français. Si c'est en français, comment traduire en anglais? Est-ce qu'il y a encore des réponses? Voilà, il y a des réponses, oui, qui viennent. Nous sommes des partenaires donc, de l'USAID et donc nous sommes intéressés par, le suivi évaluation motivé et basé sur la communauté ou piloté par la communauté. Ce n'est pas évident donc de faire donc l'évaluation et le suivi évalué et piloté par la communauté, mais bon. Merci pour toutes ces contributions. Est-ce que nous pouvons aller sur les trucs en français, en anglais et en français, bien sûr? Non, on revient à l'écran de départ. Je n'ai pas pu voir. OK, c'est ça que je veux. Voilà. Je vais passer la main à Nancy, mais avant d'y aller, je vais passer la main à... Donc, nous allons d'abord dire comment, ce que nous entendons par le développement piloté par la communauté. Parce que si vous voulez vraiment faire du MEL ou de suivi, évaluation, apprentissage piloté par la communauté, vous devez comprendre comment fonctionne le développement piloté par la communauté. Et vous devez savoir pourquoi et comment nous faisons le monitoring et le suivi piloté par la communauté. Je vais donc passer la main à Nancy et pour qu'elle nous dise ce que nous faisons quand nous disons que nous faisons de développement piloté par la communauté. Et, et, y compris donc comment nous collectons les données dans ce contexte. À toi, Nancy, hein, normalement. Je suis là pour connaître. Bonsoir tout le monde, je suis Philippine, mon nom est, je suis là. Et donc, comme vous le savez, le développement piloté par la communauté, c'est une approche au développement qui priorise la communauté elle-même dans les prises de décision. Et donc, comment ces décisions peuvent être mises en œuvre et autres. Alors, nous priorisons également l'apprentissage perpétuel, l'apprentissage continu. Et nous
priorisons donc l'apprentissage transformatif. L'apprentissage transformatif, OK? Et donc, et, pour provoquer le, nous, donc, nous faisons ceci à travers un processus naturel, donc de transformation qui est basé sur le fait que nous apprenons pour provoquer des changements donc à l'intérieur. Donc, nous appuyons les communautés pour les sortir de la pauvreté. Donc, ensuite, nous essayons d'identifier les problèmes de développement, puis nous élaborons des projets, ok, les projets et les activités basées sur donc, les problèmes identifiés. Et la troisième chose, nous travaillons sur le développement donc, organisationnel. Nous voulons nous focaliser notre attention donc, sur les infrastructures sociales. Et nous travaillons donc vers l'atteinte de ces trois choses. En dehors de ces activités, nous appuyons également les communautés dans le domaine de l'apprentissage continu et élevé. Et donc, à travers notre méthodologie donc de développement piloté par la communauté, c'est donc réfléchir, savoir, planifier, agir, et puis, et puis élever et évaluer, pardon. Donc, pour nous, ces 5 étapes, donc savoir, planifier, agir, réfléchir, et puis donc nous voulons que les communautés sachent aussi ce qu'elles font et qu'elles ont une idée claire de ce qu'elles font et qu'elles utilisent cette connaissance pour améliorer comment les choses se font. Alors, les gens ont un sens élevé à partir du moment où nous faisons tout cela, de ce qu'il faut faire. Donc, pour nous, le développement piloté par la communauté veut dire appuyer les communautés pour qu'elles puissent s'attaquer aux problèmes liés à la pauvreté. C'est pour nous aussi que ça prend aussi le sens donc, de les appuyer dans l'apprentissage continu et ensuite l'évaluation de tout ce qu'ils font. Alors, ce que nous faisons, nos principes donc, de développement piloté par la communauté s'appliquent également à nos activités de suivi-évaluation. Et donc, il ne s'agit pas seulement de faire des activités, mais il est aussi important de savoir pourquoi nous faisons les activités. Par exemple, dans les projets facilités par le développement piloté par la communauté, nous mettons l'appui sur le fait que les communautés puissent prendre possession vraiment de l'activité de développement et de faire ce qu'elles pensent nécessaire pour donc, le développement de leur communauté. Par exemple, donc Santa Monica et l'autre région communauté dans laquelle nous intervenons. Et donc, nous assurons qu'elles prennent en compte toutes ces choses que nous avons dit et qu'elles mettent en œuvre donc, le suivi, évaluation et apprentissage piloté par la communauté. Et cela comprend
Le développement des questions de recherche, une méthode et faire des essais donc, de collecte de données, ensuite collecter les données et puis collecter les données quantitatives, qualitatives et en 6, c'est qu'il faut collecter, il faut euh, valider les résultats et les constatations. Alors, l'implication donc des communautés dans ce processus renforce leur capacité dans le sens de comment elles peuvent utiliser les données pour qu'elles puissent s'approprier donc les données et le projet. Et donc, quelles sont les données qui reçoivent notre attention et quelle est la méthodologie pour nous? Donc, il faut choisir des méthodes, vos méthodes pour la collecte de données. Alors, dans cette organisation dont le rôle est de s'occuper de la sécurité alimentaire, la question peut être dans quelle mesure notre projet a-t-il réussi à lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre communauté? Et ça, c'est pour la, la question pour les données qualitatives et la donnée qualitative, euh, on va dire combien, combien de quelque chose, euh, combien de personnes. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'appuyer les communautés dans l'élaboration de ces données et des indicateurs pour examiner les problèmes. Donc, dans un premier temps, nous les aidons à examiner les problèmes, les buts, les objectifs du projet et à élaborer les questions. Et donc, à identifier ensuite, à développer et affiner les méthodes et outils de collecte des données. Et nous appuyons également les leaders des communautés sur comment utiliser les méthodes de collecte de données. Et nous avons eu vraiment des succès donc, en appuyant ici les communautés. Et donc, nous avons travaillé sur comment les femmes utilisent le Kobo Toolbox pour collecter des données donc, pour les efforts de collecte de données donc, aux Philippines. Donc, les questions quantitatives sont combien de personnes, combien de choses, combien okay, combien en termes d'argent aussi. Et nous avons constaté que comment les données quantitatives seules ne sont pas suffisantes et donc nous sommes portés à poser d'autres questions comme comment les gens se sentent-ils face à la situation ou une intervention particulière. Et donc, les données qualitatives viennent compléter les données quantitatives et nous commençons à réfléchir sur comment donc faire de sorte que
les données qualitatives nous permettent d'identifier les méthodes qui sont culturellement et socialement pertinentes. Et donc, comment nous assurons que ces données sont localement validées, sont validées par les communautés, les données que nous avons collectées. Et donc, nous avons identifié quelques méthodes et vraiment, je vais redonner la parole à Lee pour qu'elle nous parle des méthodes que nous avons pu identifier. Et nous avons posé un moment pour la discussion autour de ceci. Merci, Nancy. Je vais continuer sur ce que Nancy a dit, mais avant cela, on va poser rapidement pour vous écouter, pour vous écouter sur la question savoir quelles méthodes quantitatives ou qualitatives vous semblent les plus familières. Vous pouvez également taper vos réponses dans le chat ou bien lever le doigt et nous allons vous donner la parole pour intervenir. Je vais voir si je peux voir les mains levées, mais levez les mains pour répondre à la question, à savoir quelle méthode qualitative ou quantitative vous semble-t-elle plus familière? Vous semble-t-elle plus familière, oui. Levez les doigts. Donc, vous avez juste à cliquer sur là où il faut lever les doigts et vous allez pouvoir intervenir. Voilà, il y a des doigts qui sont levés. Levez les doigts pour répondre aux questions, pour que nous avons une main levée. Oui. Merci. Merci pour la communication. Je travaille avec Feed the Children. Et nous travaillons aussi sur des organisations. Ce que je voulais ajouter, c'est que dans l'approche développement piloté par les communautés, on a l'opportunité d'intégrer le MEL, c'est-à-dire le SAE, suivi évaluation, SEA, suivi évaluation apprentissage, à toutes les étapes donc, du projet, du cycle du projet. Et ce processus, me semble-t-il, consiste à établir effectivement une évaluation et suivi-évaluation et apprentissage piloté par les communautés. Mais il faut faire une étude de base et avec notre appui, donc les communautés font une étude de base et mesurent donc le progrès du projet tout au long donc du processus. Et ma question donc est de savoir est-ce que le processus donc, que je viens de vous décrire est la bonne ou bien c'est en chemin de devenir un bon processus pour le suivi-évaluation piloté par les communautés? . . . 。 . 。 . 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
Alors, comme Nancy l'a dit, nous avons 3 types d'activités. Voilà, l'identification des problèmes, le développement de projets et puis le suivi-évaluation. Donc aujourd'hui, nous parlons donc de suivi-évaluation et, et, et donc, et, et ce que vous avez partagé avec nous, c'est plutôt la procédure, le processus. Donc, donc, du groupe, le processus. Et donc, les indicateurs que vous nous avez présentés sont légèrement différents de ceux dont nous discutons aujourd'hui. C'est-à-dire où est-ce que les communautés se voient d'ici 5 ans après les interventions et comment ils atteignent les objectifs. Nous faisons cela aussi. Je suis content que vous ayez aussi mis l'accent sur le caractère continu du processus que vous faites. Et nous aussi, nous faisons cela. Et cela s'intègre dans notre processus. Et c'est comme ça que transformons la mise en œuvre du projet, donc du point de vue de l'apprentissage. Ce que Nancy a dit que je vais appuyer aussi, c'est que ce cycle d'apprentissage est aussi applicable au suivi-évaluation. Euh, donc, cela donne une opportunité aux communautés de réfléchir sur comment ils conduisent leur processus d'évaluation, de suivi-évaluation du projet. Donc, et donc, avec la transition avec nous, les communautés, nous faisons de sorte que les communautés aient vraiment les compétences pour pouvoir continuer d'évaluer leur propre projet, donc après la mise en œuvre donc, du projet. Alors, donc là, ce sont les choses que vous avez écrites en français, ou bien les choses qui sont écrites dans le groupe qu'on est en train de dire. Voilà. On va aller à Paris. Premièrement, je veux dire que c'est une bonne communication. J'ai apprécié la façon dont vous avez toutes les deux vraiment pris au sérieux la question de l'évaluation. Généralement, les gens mettent l'accent sur l'un et n'obtiennent pas, ne parlent vraiment pas des deux de façon équitable. Une chose que je voudrais ajouter, en ce qui concerne la méthode ou les méthodes que vous voulez, ça va familier à nous. Euh, euh, donc, la méthode qualitative, elle permet donc d'interagir avec la population et et de, de poser des questions sur comment est-ce que donc interagir avec les communautés tout en
tout en essayant d'appréhender comment les gens se sentent donc dans cette collaboration les uns avec les autres. Et il est naturel que certains aient plus de pouvoir dans un groupe que d'autres. Donc, tout dépend de d'où vient chacun et quelle éducation chacun a eue. Nous parlons donc de cela dans les groupes de développement pilotés par la communauté avant. Merci vraiment. Je, je voudrais savoir donc les moyens de mesure parce que si votre objectif est d'accroître la collaboration et accroître la collaboration et permettre la cohésion sociale, et toutes ces choses que nous essayons de théoriser et qui peuvent aussi accroître la durabilité du projet. Merci beaucoup d'avoir partagé avec tout cela avec nous. Et je voudrais donner la parole à Joseph et Sarah qui ont levé la main. Joseph, vous avez la parole. Joseph, vous pouvez ouvrir votre micro. Permettez-moi d'apprécier tout le monde ici et la communication. Donc, les organisations n'ont pas pu donc, financer les organisations qui travaillent dans le développement piloté par la communauté parce que justement, ils n'ont pas ces outils que vous présentez aujourd'hui. Et, et donc, je voudrais souhaiter que les organisations donc, qui travaillent dans le développement piloté par la développement piloté par la communauté puissent avoir ces outils et qu'on puisse les former et, et que nous ayons les outils pour pouvoir les aider à former les communautés, à former plus de communautés que nous pouvons le faire en ligne. Nancy, merci. Merci à vous. Il y a donc un besoin important d'appuyer les communautés à avoir des données parce que les bailleurs répondent donc, ils sont curieux par rapport à ce qui se passe sur le terrain et une manière donc d'appuyer nos communautés, c'est de pouvoir les aider à identifier comment les changements se produisent et de collecter des données systématiquement pour pouvoir, sur ces changements, pour pouvoir donc informer les bailleurs. On va passer la parole à Nancy. Je suis tout à fait d'accord et cela est vrai. C'est pour cela que les processus donc des processus de développement pilotés par la communauté doit s'associer à comment collecter les données et comment ce n'est pas simplement comment soumettre les projets, mais aussi comment donc collecter les données. Ça, c'est aussi une raison. Alors, donc, nous présentons aux communautés également. La ligne n'est pas bonne. La ligne n'est pas bonne. La ligne n'est pas bonne.
Et donc, c'est assez, les gens sont assez enthousiastes donc, au sujet donc, de, de ce que nous leur présentons. Alors, ça devient donc bien quand les gens peuvent clairement visualiser les détails, les données et comment collecter les données pour renseigner la curiosité donc, des bailleurs. Voilà. Merci. Nous allons revenir donc à tout cela, tout ceci. Alors, nous voulons partager avec vous quelle méthode nous avons donc choisi pour les données collectives qualitatives. Nous utilisons les enquêtes. Nous utilisons donc, en termes de quantitative, nous utilisons les questionnaires et autres, interviews. Pour ce qui est du qualitatif, nous utilisons les méthodes qui sont vraiment culturellement et socialement pertinentes. Nous permettons une participation totale donc, de chaque participant. Et donc, nous essayons de vérifier la validité aussi des données qui sont collectées. Alors, nous assurons aussi de choisir des méthodes qui sont effectives et appropriées au moyen de savoir. Alors, donc, généralement, les gens prennent des photos. Et donc, ils ont une question et ils vont prendre des photos ou des images qui correspondent à cette question. Et ensuite, ils ajoutent une description à cette photo. Ça devient donc une donnée qualitative. Donc, ça, c'est dans le contexte de l'analyse. Nous, nous utilisons aussi le codage. Et donc, nous utilisons des codes qui deviennent, que nous rangeons en catégories et, et qui sont liées à des choses et donc qui correspondent à des questions d'évaluation. Alors, nous avons donc essayé d'adapter et de faire de sorte que tout cela soit piloté par les communautés. Mes collègues de Nicaragua, de Cambodge sont dans l'appel. Comme une équipe de recherche. Donc, nous travaillons avec les communautés qui fournissent les données. Donc, nous adoptons une approche participative et nous avons aussi fait des expériences avec des communautés qui peuvent aussi décider pour exprimer ce qu'elles veulent exprimer, s'ils sont plus à l'aise avec le dessin. Et nous travaillons avec les groupes, les focus group. Et donc, l'une des choses que nous faisons ici, c'est
comment nous combinons les données qualitatives pour en donner une histoire. Et je vais passer la parole, mais avant, voici un peu un processus de notre suivi-évaluation piloté par la communauté. Donc, il s'agit de d'examiner les problèmes, les buts et objectifs du projet, élaborer les questions et d'évaluation. Ensuite, identifier, développer ou affiner les méthodes, donc outils de collecte de données, méthodes de pré-texte et jeux et autres. Donc voilà l'outil que nous utilisons. Là, je parle la parole à Agnès. Alors, nous allons parler ici de la sécurité alimentaire, de l'insécurité alimentaire aux Philippines. En 2021, donc 51 millions de personnes 51 millions de personnes ont été confrontées à un problème alimentaire. Le chiffre est donc plus élevé en Afrique du Sud-Est. 8e producteur mondial de riz, ça c'est les Philippines. Les Philippines restent aussi le premier importateur de riz, tout en étant le 8e producteur du monde. Et les Philippines restent le premier. Donc, les deux communautés dans lesquelles nous intervenons font face donc à l'insécurité alimentaire et chaque famille donc les familles ne sont pas propriétaires terriennes. Et donc la question donc de l'insécurité alimentaire est devenue l'une des questions les plus cruciales donc de la communauté. Nous avons alors commencé à aider la communauté à identifier les problèmes et à identifier les projets possibles. Alors, première étape, réexaminer le problème et formuler les questions. Et une fois que la communauté décide de discuter une question particulière, nous faisons le suivi. Nous faisons ce que nous appelons le travail de terrain, et c'est-à-dire suivre les communautés, les personnes, les membres individuellement, et nous assurons que les gens peuvent s'exprimer librement et discuter le sujet qu'ils veulent utiliser, qu'ils veulent discuter, et les encourager à nous parler de leurs activités. Et alors, nous passons à une rencontre d'analyse et de planification, au cours de laquelle les communautés donc, nous parlent de leur vue du problème et élaborent un plan d'action sur comment régler le problème. Et donc, nous facilitons les données. Et donc, nous leur disons qu'ils peuvent intégrer ces données-là donc, dans le financement du projet. Alors, donc, nous les aidons à élaborer les questions de recherche qui sont les questions de suivi-évaluation qui leur sont importantes. Donc, l'une des questions, c'est quelle est la situation actuelle dans votre communauté en matière d'insécurité alimentaire. Quel est l'impact donc de l'insécurité alimentaire sur vous en tant que maire et vous en tant que famille? Et cela, nous posons ces questions donc dans l'Assemblée nationale, il y avait près de 80 personnes. Alors, nous élaborons les outils de collecte de données. Après avoir donc développé les questions, ils sont vraiment enthousiasmés par la méthode et sont curieux de savoir comment nous pouvons obtenir les données.
Alors, et donc, ils ont décidé de modifier le processus pour ajouter donc, des ateliers, des groupes, des focus group, et donc ajouter des photos. Santa Monica a cinq hameaux. Et donc, ils ont désigné 2 leaders pour chaque hameau pour collecter les données et 3 chercheurs principaux. Et on a eu 4 à 6 participants, donc on en a au total 25 participants. Ils ont eu vraiment tout le temps pour suivre tout le processus. Étape 4, donc la collecte de données. Et donc, on a ils ont discuté donc des questions dans leur groupe respectif. Ils ont donc et ensuite ils dessinent et ils ressortent l'image qui peuvent réellement exprimer, capturer les réponses. Alors, donc en fait, ils ont utilisé ils ont fini les images et on a utilisé le Photoshop pour traiter les images. Et ensuite, il faut imprimer les photos. Alors, quand ils ont fini de prendre les photos traitées, et ils les impriment et ils les collent sur les... Yeah, donc, sur les cartons que vous voyez là dans l'image. Et toutes ces activités ont pris une semaine. Et ensuite, tout le groupe vient ensemble pour présenter, analyser, valider les données. Comme vous le voyez dans la salle là sur le tableau. Et les 5 groupes présentent leurs données et les matériels qu'ils ont recueillis. Et après les présentations, et nous sommes passés à une deuxième ronde d'analyse. Et on constate qu'il y a des choses qui sont identiques donc, dans les groupes. Alors, donc on leur demande. Et donc on leur demande d'identifier les thèmes qui sont les thèmes principaux, donc qui illustrent leur expérience. Et ils ont identifié la sécurité alimentaire. Alors, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé et autres. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les parents préparent donc des nourritures qui ne sont pas complètes. Et donc, les parents utilisent aussi les ressources qu'elles ont pour autre chose et cela conduit à des déficiences nutritionnelles au niveau des enfants.
Et donc, ce qui est mis sur la table, donc, comme nourriture, n'est pas suffisante en éléments nutritifs. Et, et donc, alors, donc, nous mettons ces données donc, sur le tableau. Et nous mettons donc, nous y mettons donc les thèmes principaux qu'ils ont identifiés, plus les photos. Et donc, les légendes, est-ce que nous mettons les légendes après pour voir s'ils peuvent faire correspondre les légendes à des photos. Alors, la sixième étape, c'est la validation. Donc, nous sommes à Santa Monica, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on procède à des discussions et nous constatons que les images correspondent effectivement aux thèmes principaux. Et la dernière chose donc, que nous faisons, c'est la discussion, la diffusion et l'utilisation des données. Et le groupe utilise les données donc, qu'ils mettent dans leur projet, proposal, dans leur proposal. Et ils mettent aussi dans le proposal une section réservée au suivi, évaluation et apprentissage. À la suite donc de la mise en œuvre du projet, ils peuvent collecter les données qu'ils ont collectées au niveau de l'étude de base pour voir s'il y a eu des évolutions. Alors j'ai posé cette question au groupe de réflexion générale. Comment vous vous sentez et voici leur réponse. Nous sommes heureux car nous disposons des données que nous pouvons utiliser pour écrire notre proposition de projet, nos proposals. Donc, ça me permet aussi de réfléchir sur les images que nous avons vues et les explications que nous avons entendues sont le reflet de notre situation actuelle. Nous vivons donc cela depuis longtemps, mais nous n'avons pas eu l'occasion de discuter ou de trouver un ensemble de solutions. Nous avons été trouver individuellement des moyens et rechercher des solutions. C'est la première fois que nous en discussions collectivement. Et voilà donc ce qu'amène le processus, c'est que les gens peuvent discuter collectivement leurs problèmes. Et voilà, nous passons la parole à Unajo. Alors, comme Agnès l'a présenté, nous donc, au niveau de Santa Lucia, donc c'est le même processus, mais nous sommes cette fois-ci au niveau de Santa Lucia. Donc, étape première, nous invitons les communautés à participer à la réunion de réflexion sur les problèmes, formuler les questions. Pour les données qualitatives, nous avons identifié 3 questions. Pour la question numéro 1, c'est pourquoi avez-vous besoin donc des prairies et quelle est votre situation actuelle? Question 2,
quel est l'effet de la pénurie de riz sur vous en tant que mère? Question numéro 3, en tant que mère et en tant que famille, quel est l'effet de l'augmentation du prix de riz aux Philippines? Comment vous sentez-vous lorsque vous vivez? Alors, le groupe a développé ces questions au cours de l'Assemblée générale. Il y avait près de 80 personnes. Ces questions reflètent premièrement les émotions, les expériences des individus au sein des communautés. Ils ne peuvent pas être mesurés par la quantité ou le volume, mais plutôt euh, les réponses donc, qui, à ces questions, décrivent les réponses personnelles des personnes qui sont affectées par les problèmes. Alors, comment les communautés ont-elles répondu à ces questions? Étape 2 et 3, donc, nous avons introduit les méthodes donc, de dessin comme outil de collecte de données, parce qu'à travers les dessins, nous pouvons exprimer l'émotion, donc exprimer notre expérience. Donc, avec les dessins, il peut répondre aux questions donc, littéralement est souvent difficile, mais avec les dessins, le dessin peut exprimer les sentiments et les émotions. Donc, et nous les avons mis en groupe de 20 personnes et nous avons fait donc le brainstorming et chaque groupe a identifié un leader. Et après cela, nous avons donc recueilli les idées sur les questions et nous sommes rentrés le jour suivant. Donc, les groupes ont commencé, chaque groupe a commencé, a eu le matériel de dessin et a commencé à dessiner. Et donc, nous sommes passés à l'étape 4 qui est la collecte des données. Les groupes ont donc fait les dessins dans chaque groupe. Et donc, il y a 4 groupes à Santa Monica. Chaque groupe donc, a présenté son produit et ses pensées, ses sentiments, donc en rapport avec les questions. Le groupe s'est également préparé à présenter donc, ces données à l'Assemblée générale. Chaque groupe a recueilli ses idées, le groupe a écrit ses réponses sur un morceau de papier. Donc, ensuite, nous sommes passés à l'étape 5, qui est la présentation et analyse des données. Chaque groupe présente ses dessins en réponse aux questions afin chaque groupe a été capable d'exprimer ses émotions, ses expériences. Et chaque groupe a expliqué ses dessins et a analysé donc ces dessins. Et il ressort de ces analyses que il y a les groupes il y a un manque d'éducation, d'éducation, donc de déficit alimentaire. Et donc, les mères sont donc sous stress, qui se posent des questions pour savoir comment est-ce que nous arrivons à avoir des nourritures pour la famille. Et donc, les dessins maintenant ont été validés par tous les participants. Et nous passons donc à l'étape 6, qui est la validation, confirmation des données. Et vous pouvez voir l'enthousiasme des participants. Certains ont même coulé des larmes. Et
Et je crois que la méthode de dessin est un vrai moyen donc de permettre aux gens d'exprimer la vérité, ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et voilà. Ensuite, nous en sommes passés à la diffusion et à l'utilisation des données. Et, alors, donc, la méthode a facilité, donc, a permis donc au groupe d'élaborer leurs proposals, donc les propositions de projets. Et donc, la rédaction de propositions de projet a été donc facilitée par ce processus initial que nous avons fait. Et parce que ceci n'est pas basé sur des estimations, mais des données authentiques donc venues de la communauté. Alors, donc, je vais retourner la parole. Merci Agnès, merci à vous. Merci. Je crois que maintenant, nous allons passer en groupe donc, dans cette rencontre, groupe de discussion. Alors, je vais rapidement parler des groupes. On va avoir 10 minutes pour échanger, de 5 à 10 minutes. Et dans les groupes, nous voulons discuter les 3 questions suivantes. Un peu plus tôt, nous avons partagé les méthodes que vous avez utilisées dans le processus de suivi, évaluation, apprentissage. Maintenant, nous voulons savoir lesquelles de ces méthodes sont plus adaptables, oui, aux approches pilotées par les communautés, et quels sont les types d'adaptation dont on a besoin pour les rendre encore plus pilotés par la communauté. Vous avez aussi vu est-ce que vous avez déjà vu de façon réelle donc l'une de ces méthodes utilisées dans une approche pilotée par la communauté? Quelqu'un? Bon, les traits qui sont sur les écritures là sont venus de on ne sait où, c'est ce qui se discutait. Donc, nous allons partir dans les groupes de discussion, et nous allons donc, vous allez identifier dans votre groupe un facilitateur et un rapporteur pour que quand nous serons de retour ici, que quelqu'un puisse nous résumer ce que vous avez eu comme discussion. Alors, donc, Sarah va être dans le groupe de français. Les autres vont prendre les autres groupes. Voilà. Donc, on aura heureusement Sarah avec nous. Et donc, nous allons partir pour les groupes. Donc là, qui va faciliter l'un des groupes, c'est John qui va le faire. Et puis, les autres vont faciliter les autres groupes. Alors, les francophones vont rester avec Sarah ici. Et vous restez. Ça a été vraiment très rapide. J'espère que vous avez aussi des rapides. J'espère que vous avez aussi des discussions rapides. Nous avons discuté dans notre groupe et nous avons reconnu que les méthodes qui ont été listées peuvent
toutes être liées à l'approche pilotée par la communauté. Par exemple, l'interview est un moyen donc de collecter les données, mais ça peut devenir enfin, ça peut devenir lourd comme données. Une autre chose qui est venue, c'est l'importance de la prise de décision, parce que la collecte des données et la validation des données sont faites dans les communautés, donc sur la base de pratiques qui ont fait le temps. Et la préoccupation de savoir si nous impliquons vraiment les gens dans la prise de décision dès le début du projet jusqu'à la fin du projet et même après. Et donc, nous avons eu aussi nous avons aussi analysé les données qualitatives. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'analyser? Donc, il y a d'autres moyens donc, d'analyser l'implication significative donc, des communautés dans le processus. Voilà. Est-ce que Joséphine peut ajouter son commentaire? Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que tout dépend de la communauté avec laquelle vous travaillez, de leur niveau leur niveau d'alphabétisation. Je pense qu'il faut prendre toutes ces choses, toutes ces données en compte dans les communautés où on travaille. Moi, je suis de l'Ouganda. Je pense que les récits d'histoire peuvent être un moyen énorme de collecter des informations sur ce que les communautés font et faire de sorte que nous puissions frayer le chemin donc, pour la collecte des données et assurer les changements et les développements. Alors, donc, quand je regarde le groupe de discussion, donc ça c'est un autre niveau. Parce que vous vous retrouvez dans des communautés où la langue utilisée est la langue locale et puis bon, on se retrouve parfois dans des situations où on ne peut pas parler la langue locale. Voilà. Donc, pour moi, le résumé de votre intervention, c'est contexte et méthode. Et nous devons nous assurer que nous incluons tout le monde dans la méthode que nous utilisons et nous devons collectivement choisir la méthode de collecte de données que nous choisissons. Nous allons passer la main à Andrea. Oui, bien sûr. Nous avons traité les deux premières questions. Nous avons parlé donc de l'utilisation de la voix photo et beaucoup veulent apprendre comment cela s'utilise et comment donc nous pouvons l'utiliser et, et comment nous pouvons aussi couper les journaux qui existent ou aussi prendre des images donc avec directement des appareils photo et les imprimer. Et donc, nous avons vraiment montré beaucoup d'intérêt donc comment collecter les voix photo, comment collecter les données par voix photo. Alors, donc, la deuxième question, nous avons parlé des groupes de discussion pour qu'on puisse écouter la voix des gens, les choix
nous n'avons pas pu discuter l'importance, donc, euh, plutôt que nous avons discuté la nécessité donc de commencer le processus dès le départ et identifier les questions parce que c'est en identifiant ces questions que nous allons pouvoir réellement utiliser les données que nous allons pouvoir identifier clairement les données que la communauté veut. Merci, Adrien. John, maintenant. Merci. Certains ont dit que les projets dans lesquels ils sont impliqués mais ne sont pas pilotés par les communautés. Et donc, et donc alors, donc, la question, c'est de savoir si on peut, puisque la majorité ne font pas des projets pilotés par la communauté, est-ce qu'on peut adapter donc, cela à la méthode donc, pilotée par la communauté? Alors, donc, de mon groupe, Sherifa va prendre la parole et partager. Et donc, on peut passer sur le canal français. Sherifa, vous avez la parole. Excusez-moi, je n'ai pas tout entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez présenter les discussions de votre groupe, le résumé des discussions dans votre groupe. Ah, le résumé. Donc, je vais voir ce que j'ai pris comme note. OK. Donc, la première question qui a été posée. Donc, les deux premières interventions ont soutenu qu'il fallait privilégier ou donner plus d'importance aux discussions de groupe et même aux entretiens. Donc, il y avait aussi en anglais, je ne sais pas si ça a été bien traduit, il y avait aussi le fait de raconter les histoires, c'est-à-dire qu'au niveau local, lorsqu'il y a une histoire, on peut s'imprégner pour pouvoir avancer dans les projets. Il y a eu donc des enquêtes, et donc les enquêtes, ça n'a pas été approfondi pour savoir quelle méthode entreprendre ou bien de quelle façon il fallait s'y prendre. J'ai entendu aussi ce que j'ai inscrit ici, c'est l'approche, comment choisir l'approche ou avec qui et avec qui tenir les entretiens. Donc, je pense que cette question, peut-être que ça concernait que dans les groupes locaux, on doit s'adresser à qui en premier lieu et on doit donner plus de paroles à choisir la personne à qui donner plus de paroles. Parce que moi, j'ai écrit ici 2 personnes, mais il y avait une coupure de son ou bien l'interprète n'avait pas traduit. Donc, je ne sais pas si c'était le choix qui devait prendre 2 personnes ou bien parler au minimum à 2 personnes. Donc, il y a eu aussi le fait de privilégier aussi des prises de décision à partir de toutes ces méthodes, donc méthode, l'approche et tout ça. Et quelqu'un avait insisté sur le fait que tout ce travail doit aussi prendre en considération la collecte de données. Donc, dans le but de faire analyser quantitativement et qualitativement d'autres moyens d'analyser le processus. Donc, en dernier lieu, quelqu'un a dit que tout dépend de la communauté avec qui nous travaillons. Donc, quand je regarde le groupe de discussion, ça donne un autre niveau. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les discussions préliminaires,
Mais quand des discussions sont rapportées dans le groupe, il y a un autre niveau, ça veut dire que les idées peut-être sont plus claires. Je ne sais pas s'il s'agit de ça. Maintenant, l'intervenante ou l'intervenant va nous le dire. Et donc, il a été dit et donc recommandé que nous devons nous assurer que pas que nous nous impliquons, que nous impliquons tout le monde. Et donc, et là, quand on implique tout le monde, on peut savoir comment utiliser les moyens. Et en dernier lieu, quelqu'un a parlé des moyens audiovisuels. Il a dit que nous devons prendre des photos. Je ne sais pas s'il s'agit des groupes ou bien quand nous allons dans les communautés. Et on a parlé aussi des coupures de journaux. Peut-être que ce sont ce qui est rapporté du travail du groupe communautaire local. Et donc, coupure de journaux, photos, et donc le visuel et tout ce qui est écrit, que ce soit un article ou autre chose. C'est tout ce que j'ai pris comme note. Pardon, Merci, Sherifa. Merci pour le partage. je vous en prie. Est-ce que j'ai été fidèle? Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'heure et je voudrais donc passer la parole. Et je voudrais vraiment remercier mes collègues de Philippines qui nous ont rejoints. Donc, je vais maintenant donc passer la parole à Yes. Donc, à Junao, c'est ça, hein? Gonzalez, OK. Vous m'entendez? Oui. Non, non, c'est bon maintenant. Donc, je voudrais partager ce qu'il faut retenir donc, du processus donc, de ce processus donc, de collecte de données qualitatives. Donc, première chose, c'est établir la confiance. Établir la confiance rend la communauté donc, capable de partager leur expérience, d'être transparente avec vous. Ensuite, l'adaptabilité. Il faut être adaptable. Il faut l'adaptabilité. Donc, les communautés sont ouvertes au jugement, aux ajustements nécessaires. Donc, nous devons être adaptables, à savoir que, par exemple, il peut y avoir des changements d'emploi du temps, de méthodes, de préférence donc, des membres de la communauté. Ensuite, l'autonomisation grâce donc, à une véritable approche participative. Une véritable approche participative donc, permet aux communautés de partager leur expérience, d'impliquer les membres de la communauté dès le début, donc dans la méthode de collecte de données. L'autre, c'est donc le point suivant, donc c'est la propriété des données. Propriété des données, il permet donc aux membres de la communauté de contribuer tout au long du processus de collecte de données et de vous donner donc des éléments à prendre en compte dans le processus. Le point suivant, c'est renforcement des capacités. Améliorer donc les compétences donc, des communautés renforce non seulement leur confiance, mais aussi leur capacité à collecter les données. Et en dernier point, nous parlons de la durabilité. Et la collecte de données est importante. Et donc, cela implique l'identification des moyens locaux et l'établissement donc des partenariats pour pouvoir assurer donc la mise en œuvre donc de tout ce qui a été décidé. Voilà donc ce que je peux vous dire, ce que vous devez retenir sur
la collecte des données qualitatives. Alors, nous avons Agnès maintenant. Et donc, les plus grands points à retenir donc, donc, il est important que les communautés puissent expliquer toutes les images qu'elles ont produites, et adopter donc une approche des outils innovants pour l'évaluation des collectes de données. Alors, donc, ils ont fait de sorte adopter une approche qui permette à leur communication d'être visuelle, d'être plus engageant, d'être plus attrayant pour ceux qui écoutent. Donc, l'engagement et la participation, les participants se sentent plus impliqués quand on les encourage à capturer eux-mêmes les données visuelles. Et il faut aussi une certaine versatilité, c'est-à-dire qu'on peut changer des approches et il va falloir pouvoir s'adapter. Ouais. Et donc, un deuxième point, c'est l'importance donc de l'analyse et de la validation des données dans le processus de collecte des données. Et il faut s'assurer que les données sont analysées correctement et collectivement et que collectivement on prend des décisions pour planifier pour les actions à suivre. Merci. Merci Agnès. Donc, soyez flexibles et ajustez-vous et adaptez-vous culturellement approprié et réactif. Alors, je voudrais donc donner un résumé de ce que Agnès et Gonzalez ont donné. Donc, les quatre choses qu'il faut retenir. Soyez premièrement flexible, ajustez-vous et adaptez-vous culturellement approprié. C'est culturellement approprié et relatif. Alors, le principe, le 2, c'est le principe donc de rien sans eux, rien sur eux sans eux. Donc, la collecte des données doit être faite avec les communautés sur elles-mêmes. Alors, donc, choisir en 3, choisir donc les méthodes permettant la collaboration et la conception de la diffusion. Et ensuite, assurer l'appropriation donc des méthodes par les communautés, des méthodes des processus donc par les communautés. Et vous assurer donc que tout au long du processus, les communautés donc s'approprient les méthodes. Voilà. Voilà. C'est tout ce que nous avons à dire. Je vais vous passer la parole maintenant, Sarah. Pardon. Merci infiniment. Et merci pour donc les facilitateurs. Merci pour tout le monde pour cette communication fantastique. Et merci à Dr. Paul-Marie, qui n'est pas du tout, qui fait un travail qui n'est pas facile. Merci pour les facilitateurs dans le groupe, Andrea, Jeanne et à tous. Nous voulons dire vraiment merci, sincère merci. Et nous allons envoyer donc la réunion enregistrée dans les groupes, dans vos emails, dans les jours suivants. Alors, nous pouvons maintenant ouvrir nos caméras et dire au revoir. Au revoir.
Thank you. Bye. Yeah. Thank you and goodbye. Bye. Ouais, c'est bon.